l'épisode de 2007 où vous citiez votre... 2007, où vous avez cité un peu les méfaits, on pourrait dire, de la rébellion portée et assumée par M. Guillaume Soro et qui a finalement vu avec être à la tête du gouvernement. Maintenant, malgré tout cela, tout ce que vous reprochez à Guillaume Soro en ces temps-là, il y a eu 2019, novembre 2019, où vous avez, à La Haye, fumé une sorte de calumet de la paix. Et apparemment, vous avez dit que vous pardonnez, enfin, c'était la réconciliation des deux amis, des deux frères des campus universitaires. Qu'est-ce qui n'a pas marché après pour que vous reveniez encore cet épisode-là, à la nostalgie malheureuse de 2007? Merci Herman. La deuxième question, je peux emmener en même temps ou bien je peux relancer? Je voulais répondre à la première d'abord, et vous avez la possibilité de faire la relance. Je voulais d'abord préciser sur ce plateau que je ne suis pas en conflit avec Guillaume Soro. Vous vous rappelez, je suis déjà passé ici. Avec quel monsieur? Je ne suis pas en conflit avec Guillaume Soro. Ok. Je suis déjà passé sur ce plateau, ou sur les écrans ici, vous avez fait passer des documents dans lesquels il me brocardait au moment où j'étais en prison. Vous vous rappelez ma réponse? Je dis qu'on ne se servira pas de moi pour le moquer. Parce qu'être en exil, c'est difficile et je le sais. Tout à fait. Donc ça, c'est l'être humain qui parle. Oui, Guillaume Soro et moi, nous nous sommes rencontrés à La Haye, nous avons parlé, nous avons discuté et nous nous sommes séparés, et très bien. Et c'est ce qui est bon. Mais entre l'amitié et la politique, moi j'ai tracé la frontière. Je salue Guillaume Soro. S'il était encore ici, on peut se voir. Mais on ne peut pas aller dans un accord politique. Parce qu'au moment où moi je signe l'accord politique avec lui, je ne sais pas dans quoi il est. Puisqu'il a déjà prouvé 1 ou 2 ou 3 fois. Voilà ma question. Ma position, elle est très claire. Donc, il ne faut pas confondre les choses. D'ailleurs, on m'a dit, mais pourquoi tu l'as reçu? Je l'ai reçu, on a fait les bancs de l'université ensemble. Je ne réunis pas mon passé. Mais je dis, on est dès là à nous asseoir pour parler d'un accord politique. Je mets ça en rapport avec ce qui s'est déjà passé. C'est pourquoi je ne l'ai pas fait. Très bien, relance. Vous avez passé des années à la CPI. Aujourd'hui, vous parlez de leçons apprises. Concrètement, quelle faute, vous, en tant que leader politique ou acteur politique, depuis des années, vous reconnaissez avoir commise devant le peuple ivoirien? Vous savez, c'est celui qui ne fait rien, qui ne fait pas d'erreur. Dès que vous agissez, vous pouvez vous tromper. Et surtout, quand c'est une action politique qui tombe dans le domaine public, cette action, elle est diversement appréciée. Et dans ce pays, pour certains, je suis un héros. Pour d'autres, je suis un diable. Pour certains, je suis un ange. Pour d'autres, je suis un diable. Il faut que moi, je l'admette. Et qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer dans les 3 carreaux de ma roue. Je ne reste pas dans le premier carreau, qui sont mes partisans, qui sont prêts à tout pour moi. Je vais vers les hésitants, qui ne me connaissent pas réellement, je les transforme en acquis, donc des gens qui sont mes partisans, et je vais vers ceux qui ne veulent même pas entendre parler de moi pour les transformer en hésitants. Je travaille chaque jour à améliorer la liste de mes amitiés et à améliorer aussi la personnalité que je suis. Qu'est-ce que je fais que je regrette en Côte d'Ivoire? Je pense que j'aurai le temps de revenir sur le plateau pour qu'on en parle. Pour l'instant, je pense que je jouerai un rôle très important dans la campagne qui arrive. Il y a des sujets sur lesquels je ne vais pas partir pour le moment. Est-ce que Daouda appelait affectueusement la langue de bois? Je ne suis pas le seul à faire la langue de bois dans tous les cas. On est nombreux en Côte d'Ivoire. Donc s'il m'agite sur la ligue, ça, ce n'est pas un problème. Marius, allez-y. Alors, vous avez dit tantôt et à l'entame de cette émission que votre propre dossier de candidature pour l'élection présidentielle d'octobre 2025 a connu donc son sépulcre à l'entrée même, pour ne pas dire au siège donc de la CEI. Que pensez-vous très concrètement que des collègues hommes politiques, et non des moindres, dans ce pays, qui ont réclamé un dialogue direct avec le régime au pouvoir, qui par la suite ont exigé une révision de la liste électorale, sans l'obtenir, qui ont également souhaité, eh bien, d'autres initiatives du gouvernement qui ne l'ont obtenu, mais sont allés au parrainage. Et finalement ont vu leur candidature refusée par l'instance suprême de notre juridiction au niveau national. Et qui maintenant appellent à se battre. Pensez-vous qu'une telle initiative est de bonne loi et concourt justement à l'unité nationale et à la cohésion sociale? Jugez et vous serez jugés. Je ne suis pas là pour juger les opposants. Tout ce que je peux dire,
c'est que, vous savez, en politique, toute denrée est une réalité. Toute réalité politique est une denrée périssable. C'est un principe qu'on dit toujours. Toute réalité politique est une denrée périssable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est vrai aujourd'hui, dans la dynamique, peut changer demain. Et donc, moi, je peux comprendre que ceux qui ont fait cela se sont dit, OK, peut-être qu'au dernier moment, les choses pourraient changer, une décision politique pourrait intervenir, mais si nous n'avons pas posé notre candidature, sur quelle base allons-nous candidater? Certainement, c'est ce qui a été fait. Je me dis ça. Je peux essayer de rentrer dans leur tête pour voir qu'ils peuvent espérer que, OK, entre-temps, une décision politique pourrait intervenir. Malheureusement, elle n'est pas venue. Maintenant, la question c'est, que faire? Et moi, ma solution, je l'ai proposée ce matin. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller aux élections, de tout faire pour soutenir les camarades qui sont là, qu'on connaît, avec qui on a milité, on connaît leur histoire, on connaît leur expérience. Est-ce que cela peut porter notre voix, peut porter nos espoirs, peut porter nos idéaux? C'est ça qui est le plus important. Ça dit qu'en ce moment, vous êtes dans la perspective d'une unité dans l'action de l'opposition. Je suis en train de tout faire pour approcher les candidats. Est-ce que c'est possible, justement? Est-ce que c'est possible? Rien n'est impossible. Nous sommes juste au début. Billon et ainsi que il y a à peine une semaine que le Conseil constitutionnel s'est prononcé. N'allons pas vite à besogne. Vous savez, ce qui est sacré, c'est qu'on soit dans le secret. Et donc, je suis en train de travailler et tout ce que vous exposez, vous expose aussi. Absolument. Et donc, pour l'instant, je suis en train de travailler, mais je tiens à ce qu'il y ait un rapprochement pour que la fumée blanche puisse sortir un matin et ça pourrait faire plaisir à l'opposition. Il faut des gens pour y travailler. Je ne peux pas être seul. Ceux qui peuvent m'aider, ils peuvent aussi le faire. Daouda? Deux questions très rapidement, mais je vais poser une première question d'abord. Votre parti, le COJEP, n'a jamais fait preuve de sa force électorale dans les urnes. On est d'accord sur ce point. Donc, M. Charles Blé Goudé, sur quoi fondez-vous votre conviction pour vous dire que vos mots peuvent réellement impacter sur le scrutin électoral de 2025? Ça, c'est la première question. D'accord. Alors, vous voyez, une élection présidentielle est différente d'élections locales. En ce sens que une élection présidentielle est un rendez-vous entre une personnalité et puis un peuple, dans des circonstances données. Il ne s'agit pas de Charles Blé Goudé, il ne s'agit pas du COJEP. Il s'agit des personnalités qui ont planté leur candidature et puis que Charles Blé Goudé va essayer de soutenir. Deuxièmement, on ne coule pas qu'on est handicapé. Qui est handicapé? Le COJEP a été jusque-là handicapé parce que nous étions tous recherchés, le leader n'était pas là. En Côte d'Ivoire, le leader a fait près de 70% du parti, vous le savez très bien. Les autres ont entendu que le leader arrive, qui se réorganise. Voilà. Vous voyez aujourd'hui tous les conflits dans certains partis politiques, ça a été difficile. Donnez-moi le temps de me réorganiser. Et puis, dans quelques années, vous me donnez rendez-vous ici. Monsieur Daouda, je suis en train de construire un grand parti des masses. Je suis le seul leader dans ce pays qui a organisé un meeting payant.